des concessions où il se fait des exploitations artisanales au comptoir vers le Rwanda, mais aussi vers l'Ouganda, surtout pour le Grand Nord, qu'on appelle le Grand Nord, donc c'est la partie Beni Butembo. Dites bien que le Rwanda, dans sa stratégie, telle que le décrivent les experts des Nations Unies, soit ils fondent une rébellion, soit ils sont dans la néo-rébellion, c'est-à-dire nous sommes en paix, mais on continue à exploiter. Et un phénomène, d'ailleurs, qui est de nos jours absolument refusé par le chef de l'État, c'est le brassage. Le brassage a été une arme utilisée dans le contexte de la néo-rébellion. Parce que le rapport des experts des Nations Unies constate que la plupart des militaires issus du brassage provenant du RCD se retrouvent dans les zones minières. Eh bien, c'est simple, c'est qu'ils sont là pour protéger les intérêts des anciens rebelles. Quel est le constat qu'on peut avoir? C'est que dans les 20 ans passés, la République démocratique du Congo n'a pas eu une réelle mainmise sur le minerai de l'Est parce que les entreprises de l'État supposées fournir, produire ces minerais, je parle de la Sakima, qui provient de l'ancienne Somenki, et il faut retenir que la Somenki, avec sa quarantaine de concessions minières, est elle qui est au fait la principale pourvoyeuse des minéraux. Parce que, tel que le dit le rapport des Nations Unies, ce sont les anciens mineurs de la Somenki qui se sont retrouvés les premiers trésors parce qu'ils connaissaient les différents gisements où ils se situaient et ils avaient aussi la technicité nécessaire pour pouvoir y travailler. Il est bon de constater que depuis 20 ans au moins, les choses se passent comme telles, c'est-à-dire que la rébellion RCD, depuis les années 2000, donc 99-2000, jusqu'à nos jours, sont propriétaires de plusieurs concessions de comptoirs et, naturellement, avec centre commercial le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. L'exploitation industrielle n'ayant pas suivi, comme j'explique, la Sakima, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, n'a jamais survécu de ses cendres, c'est l'exploitation artisanale qui se fait jusqu'à nos jours, avec toujours les mêmes patrons, ça signifie ceux qui étaient là lors du boom des minéraux de l'Est, ça signifie vers les années 2000, qui sont donc de la rébellion. Mais il apparaît que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de Mines, n'a réussi qu'à organiser très peu, mais ne possède pas, n'est-ce pas, réellement une mainmise sur ces minéraux. Seulement, dernièrement, il y a pratiquement une année, l'état de siège a produit certains effets qui ont eu nature à frustrer les patrons de ces différentes carrières. Parce que, généralement, la voie utilisée, la route du minerai congolais, passait la frontière de façon illicite. Avec le durcissement de l'état de siège, il est apparu que le franchissement des frontières de la RDC de façon illicite était devenu un peu compliqué. D'où la néo-rébellion a montré ses limites. Changement de stratégie, reprise de la rébellion. Donc,
Nous avons évolué durant les 20 ans avec une rébellion ou une néo-rébellion. Une rébellion veut dire présence militaire et exploitation économique. Néo-rébellion veut dire pas de présence militaire, mais contrôle à travers le brassage, n'est-ce pas, pour continuer les affaires. Voilà pourquoi on parle encore dans les négociations du brassage, parce que stratégiquement, on peut retenir ces deux mots, rébellion, néo-rébellion. La finalité est qu'ils doivent toujours avoir la main mise sur les minéraux qu'ils ont commencé à exploiter depuis plus de 20 ans. Alors, ayant dressé ce tableau, nous comprenons ici que nous sommes face à une situation complexe. Complexe parce qu'il y a des intérêts économiques. Il y a des intérêts économiques parce que pour un minerai tel que le coltan, 68% de la production mondiale du coltan est utilisée dans l'industrie électronique, dans les téléphones, dans les ordinateurs. Est-ce que les fabricants de téléphones et des ordinateurs vont-ils cesser de fabriquer? Non, ils vont continuer à fabriquer. Ça signifie que la demande va exister. Et le rapport des Nations Unies sort même la liste des intermédiaires, donc des courtiers internationaux, des entreprises, des usines de métallurgie qui transforment ces différents minéraux. La liste n'est pas exhaustive, c'est une liste assez limitée. Ça signifie qu'on peut connaître exactement qui sont les grands acheteurs ou pas ces différents minéraux. Ça signifie qu'il y a moyen, dans une certaine réflexion, atteindre l'objectif de pouvoir déplacer le centre commercial des minéraux du Kivu, du Rwanda, de l'Ouganda, vers la RDC. Tel est l'objectif que nous donnons, nous assignons à ce que nous proposons ce jour au chef de l'État, qui est la création d'une task force intelligence économique pour développer la compétitivité de l'État congolais en temps de guerre. Nous parlons de compétitivité. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous comprenez et comme vous pouvez voir les statistiques de nos jours, le Rwanda est plus grand producteur d'or, plus grand exportateur d'or que le Congo. Il est plus grand exportateur de coltan que le Congo. Il est plus grand exportateur, de cassitérite que le Congo. Pour quelles raisons? Pour les raisons, n'est-ce pas, que je viens d'évoquer tout à l'heure, en disant que la route du minerai du Congo a été établie il y a une vingtaine d'années, qui a pour point de sortie privilégier les pays voisins, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. Mais pour arriver à modifier cette route, il est important qu'une réflexion profonde soit mise en place et que des actions soient posées, et cela dans un temps record. C'est ça l'objectif d'une task force. Une task force, c'est une force opérationnelle. C'est une commission. C'est un groupe de travail composé d'experts pluridisciplinaires. Et ici, nous voulons, piloté par le cabinet du chef de l'État, qui va commencer par poser un diagnostic exhaustif de la situation des minéraux de l'Est, de la situation de la guerre économique, afin de proposer un ensemble d'actions stratégiques, et non pas seulement des actions stratégiques, mais aussi d'en assurer le suivi. C'est une commission
multidisciplinaire. Et nous disons qu'elle est d'intelligence économique. C'est une task force intelligence économique parce que l'intelligence économique se charge de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information afin de pouvoir orienter les acteurs économiques.